Sur une planète dévastée par la guerre, un commando américain manœuvre en plein territoire hostile parce que quelqu'un doit bien se farcir la sale besogne. Deux belligérants adverses, manifestement pas les plus vifs de leur promotion, ont eu l'idée lumineuse de monter un guet-apens contre l'unité. Sauf que ces troufions, de pures machines létales, ont riposté avec une précision chirurgicale, neutralisant les deux guignols avant qu'ils ne pigent leur bourde colossale. Des détonations étouffées grondent à l'horizon, composant une cacophonie infernale de ravages, tandis que l'escouade s'enfonce dans ce merdier. Ils fauchent méthodiquement quiconque a l'infortune de croiser leur route avec le détachement d'un équarrisseur. Le commando a ensuite investi un escalier menant à un balcon pour s'octroyer un avantage tactique en surplomb, une manœuvre élémentaire mais toujours redoutable. Leurs snipers se sont mis en batterie, prêts à faire pleuvoir un déluge de morts depuis leur perchoir. Le reste de l'escouade a entrepris le nettoyage en règle du bâtiment, expédiant tous les hostiles restants sans la moindre pitié. C'est un putain de carnage, un abattoir à ciel ouvert où des dizaines de types ont été dessoudés sans le moindre scrupule. Ils ont poursuivi leur labeur macabre jusqu'à ce que la structure entière soit verrouillée, n'offrant aucune chance de rémission ou de survie. Après quoi, l'unité a regagné les rues tandis que des chasseurs alliés zébraient le firmament, rappel constant de leur statut de simple pion sur l'échiquier. Ils ont repris leur funeste tâche qui se résumait à descendre quiconque était assez con pour ouvrir le feu sur eux. Au détour d'une ruelle, ils sont tombés nez à nez avec une patrouille ennemie en embuscade, prouvant que la fortune est une putain de girouette. La situation a instantanément viré au chaos le plus complet, le groupe se dispersant pour trouver refuge tout en répliquant avec la rage du désespoir. Malgré leur acharnement, le nombre de combattants ennemis paraissait insurmontable, un raz-de-marée humain déterminé à les submerger. Ils ont vite saisi qu'ils étaient dans une mer de noir jusqu'au cou dans cette situation calamiteuse sans la moindre perspective de s'en tirer. Jugeant que la retraite était la seule option stratégique sensée, à moins de vouloir crever en martyr pour rien, ils ont amorcé un repli. Alors qu'ils entamaient leur mouvement, un de leurs propres frères d'armes a été fauché par un tir ennemi parce que le sort aime bien remuer le couteau dans la plaie. Rhodey s'est vu contraint de hisser l'homme blessé sur son épaule sous une véritable averse de projectiles, un fardeau aussi héroïque que tragique. Personne n'a cessé de faire feu, pas un seul instant, alors qu'ils cavalaient pour sauver leur peau au milieu de ce déchaînement de furie. Ils ont exploité frénétiquement le moindre couvert disponible tout en tentant d'abattre d'autres adversaires, vendant chèrement leur peau à chaque seconde. Rhodey voulait à tout prix soigner son camarade, mais devait continuer à arroser pour ne pas y passer lui-même, un dilemme cornélien en plein pandémonium. Le temps qu'il ait une nouvelle fenêtre pour vérifier l'état du pauvre type, celui-ci avait déjà clamsé dans ses bras. Pour couronner leur malchance, une autre escouade ennemie convergeait vers leur position, transformant ce piège mortel en sépulture assurée. L'équipe s'est retrouvée totalement acculée au fond d'une impasse, sans aucune échappatoire, le dos au mur au sens le plus littéral du terme. Ils se sont rués sur cette putain de radio pour un ultime appel à l'exfiltration, un cri de détresse dans une nuit de plomb. Brusquement, toute la zone fut plongée dans une obscurité abyssale, ce qui était d'un présage absolument funeste. Une lueur rouge sinistre est apparue dans le ciel, nimbée d'étranges nuages tourbillonnants, comme si Belzébuth en personne venait pointer le bout de son nez. Les soldats américains et les forces ennemies ont simultanément cessé les hostilités, contemplant le ciel en silence, unis par une sidération commune. Les Halo a révélé un improbable putain d'engin alien en suspension juste au-dessus de leur tête, confirmant que leur journée pourrie venait de basculer en désastre galactique. L'appareil a libéré un faisceau d'énergie qui a littéralement pulvérisé l'escouade ennemie, la réduisant en un simple tas de cendres. Ensuite, la lumière a viré au blanc et a amorcé une terrifiante séquence de montée en puissance, le genre de truc qui n'annonce jamais rien de bon. L'engin a déchaîné une tension capable de faire sauter la planète, un éclair foudroyant tombant d'un ciel vide. L'énergie a frappé les soldats américains survivants et les a sauvagement aspirés à l'intérieur du vaisseau, comme de vulgaires moucherons. À bord, une entité extraterrestre a incapacité les soldats pour une procédure mystérieuse, les changeant en cobayes pour une expérience obscure. Les soldats ont eu des réminiscences fragmentées, notamment de la bataille récente, avant de sombrer totalement dans l'inconscience. Un temps indéfini plus tard, l'équipe se réveille et se découvre cryogénisée à l'intérieur d'un étrange dispositif extraterrestre. Le dispositif subit une avarie soudaine et les soldats sont balancés sans ménagement sur le sol comme un vulgaire sac de patates. Il leur faut un instant pour se remettre tandis qu'ils expectorent violemment le liquide infâme qui emplissait leurs poumons. Jax a identifié la substance comme de la résine de stase, précisant qu'elle s'évaporerait rapidement, une information aussi pointue qu'inattendue. Il n'a absolument aucune putain d'idée de comment il a pu sortir cette information aussi précise et aléatoire de son chapeau. L'équipe est complètement déboussolée, sans la moindre notion du lieu où elle se trouve, paumée dans une situation qui défie l'entendement. Ils ont émis l'hypothèse que leurs ravisseurs pourraient être des forces russes ou chinoises, se raccrochant à des explications rationnelles qui ne tenaient pas la route une seconde.
Les symboles sur les machines, cependant, ne correspondaient à aucune langue humaine connue, réduisant à néant leur maigre théorie. Reyes déniche une plaque avec leur nom et les informations de leur unité, un autre détail qui n'a strictement aucun sens et qui épaissit le mystère. Plus déconcertant encore, toutes leurs armes sont entièrement chargées et approvisionnées, comme si leur geôlier voulait qu'ils soient parés au combat. Leur dernier souvenir était celui de la fusillade, suivi par l'apparition de cette lumière éclatante venue du ciel qui a tout bouleversé. Leur chef, Kelly, a statué qu'il fallait se tirer de là avant le retour de leur ravisseur, une conclusion d'une logique implacable. Une large porte circulaire barrait le fond du couloir, un obstacle de plus sur leur trajectoire incertaine. Le mécanisme étant hors service, l'équipe a dû forcer la lourde porte, usant de leurs muscles à défaut de leur intellect. Ils progressent dans une autre coursive pour tomber sur une seconde porte violemment arrachée de ses gonds, signe que quelque chose de peu amène est passé par là. Roddy a repéré un conduit d'aération et a ordonné à Reyes de s'y glisser, un plan classique mais souvent payant dans ce genre de pétrin. Avec une torche coincée entre les dents, Reyes s'est faufilé dans les ténèbres claustrophobiques du conduit, rampant tel un lombric. Il a découvert un réseau de gaines et s'est engagé dans la seule qui laissait filtrer un ray de lumière, espérant y trouver une issue. Il a finalement atteint une autre grille d'accès et a débouché de l'autre côté de la porte bousillée, non sans une certaine fierté. Après avoir contacté son escouade par radio, ils l'ont tous rejoint en rampant à travers ce misérable boyau, partageant la même expérience dégradante. De l'autre côté, la porte présentait des traces de brûlures et de lourds impacts, confirmant qu'une force phénoménale avait été employée. On dirait que quelque chose a tenté de défoncer cette porte avec une puissance considérable et a failli y parvenir. Nash émet la théorie que cet endroit est une sorte de prison sous-marine secrète, ce qui semble hautement improbable mais pas plus délirant que le reste. Soudain, ils perçoivent des bruits étranges et impies qui résonnent dans les couloirs, le genre de son qui vous glace le sang. Ils sont allés voir, car après tout, que pouvaient-ils faire d'autre à part poireauter en attendant de se faire étriper? Dans la coursive suivante, ils trouvent une horrible traînée de sang qui souille le sol, une invitation plutôt dissuasive. Un panneau mural affiche un avertissement clignotant « Panne de courant », ce qui, au final, pourrait bien être une aubaine pour eux dans ce bourbier. Ils en ont déduit qu'un dysfonctionnement général de l'installation avait désactivé leur capsule de stase, leur offrant une opportunité inespérée. La pièce suivante est emplie d'un brouillard dense et inquiétant qui rampe au ras du sol, instaurant une ambiance de film d'épouvante. Une goutte de sang s'écrase sur le visage de Ria et il commet l'erreur de lever les yeux pour en trouver l'origine. Et découvre une vision de pur cauchemar, une collection de cadavres décapités suspendus au plafond comme des carcasses de viande. Kelly entraîne Gibbs et Reyes dans la pièce d'à côté, où les trouvailles macabres ne font qu'empirer, les plongeant encore plus profondément dans l'horreur. Un autre corps mutilé gît sur une étrange structure qui ressemble à un autel, suggérant un rituel particulièrement sadique. Ils ont découvert une survivante enchaînée du nom de Rabi, qui s'est réveillée en baragouinant une langue inconnue, ajoutant un nouveau mystère à l'équation. Les soldats ont actionné un levier, libérant la femme de ses fers, un geste d'humanité dans un océan de barbarie. À cet instant exact, un colossal fils de pute jaillit de l'ombre pour faire une apparition fracassante pile devant Gibbs. Le monstre le déchire de ses serres démesurées et balance sa carcasse à travers la salle comme un putain de pantin désarticulé. Dans une pièce attenante, Nash a mis la main sur une arme à feu de conception non humaine, une potentielle lueur d'espoir dans ces ténèbres. Alertés par le tumulte, les 3 soldats ont fait irruption dans la pièce et ont ouvert le feu pour secourir leurs coéquipiers en fâcheuse posture. Leurs munitions conventionnelles n'ont eu aucun putain d'effet contre l'épaisse carapace de l'extraterrestre, ricochant de manière pathétique. La bête a fauché les 3 soldats d'un seul revers dévastateur, les envoyant valser avec une facilité déconcertante. Quand Kelly tente de tirer, l'alien le désarme avec une vélocité surhumaine et le saisit à la gorge, démontrant sa supériorité écrasante. La créature le dévisage un instant avant de le projeter sur le côté comme un vulgaire sac poubelle, le jugeant indigne de son attention. Alors que l'extraterrestre s'approche de Jax, Nash panique et balance l'arme bizarre à Roddy, un geste de pure panique. Roddy finit par piger le fonctionnement du machin, lâchant une puissante décharge sur la créature, ce qui change complètement la donne. La déflagration a projeté l'alien sur le dos et les soldats ont bêtement cru qu'il était mort, une erreur de jugement classique. Alors qu'il s'avance, ce putain de monstre se ranime en beuglant comme un enculé, prêt à retourner à la charge. À leur stupéfaction la plus totale, Robbie intervient et achève la créature pour de bon d'un tir impeccable, leur montrant comment on fait le boulot. Elle balance quelques conneries incompréhensibles dans son dialecte alien, puis tourne simplement les talons et s'éloigne du bain de sang comme si de rien n'était. Après une courte pause pour encaisser la perte de Gibbs, le groupe lui a emboîté le pas, n'ayant de toute façon pas de meilleur plan. Dans le couloir suivant, Kelly a laissé tout le monde sur le cul, en particulier Robbie, en parlant couramment sa langue. Lorsqu'un autre extraterrestre a surgi, Kelly l'a affronté tout en ordonnant aux autres de décamper, assumant son rôle de leader.
L'alien a tiré avec une arme à énergie, blessant Ravi et le mettant hors jeu, ce qui a encore aggravé la situation. Toute une putain d'escouade de ces sales bâtards apparaît derrière son chef et ils commencent tous à arroser. Les gars ont empoigné Ravi, le blessé, et en détalé à toutes jambes, la queue entre les jambes. Une course-poursuite s'est engagée dans les coursives, les deux camps échangeant des tirs sans discontinuer dans une cacophonie mortelle. Les soldats se sont abrités dans un couloir adjacent pendant que Robbie actionnait un levier pour sceller une lourde porte. Kelly a bloqué son couteau dans le mécanisme de la porte pour freiner leurs poursuivants et a ordonné à Jax de trouver une sortie avec Robbie. Les extraterrestres ont commencé à marteler la porte et les soldats ont compris qu'elle ne tiendrait pas longtemps face à une telle brutalité. Jax et Robbie ont repéré un puits de maintenance rempli de câbles et ont grimpé dans un conduit d'aération, leur unique échappatoire. Reyes sommait les autres de le suivre, restant en arrière pour jouer les héros, ce qui signifiait en gros qu'il allait se faire démolir. Quand la porte a finalement cédé, Reyes a dessoudé le premier alien, ce qui a provoqué la fermeture momentanée de la porte. Mais ce ne fut qu'un court répit, car toutes les créatures ont fini par défoncer la porte et se sont ruées sur lui. Reyes tente d'atteindre le puits, mais un extraterrestre lui chope la jambe et le tire en arrière pour l'achever. Un second monstre jette un œil dans le conduit et Roddy lui colle instantanément une balle en pleine poire sans poser de questions. Après avoir appris que Reyes était mort, Nash a pété un câble monumental, hurlant sa rage en direction des aliens. Kelly a dû coller une baffe à Nash pour le ramener à la raison avant de l'interroger sur le blaster alien que portait Roddy. Robbie, l'oiseau de mauvais augure, leur annonce qu'il se trouve sur un navire interstellaire et qu'on les traque pour en faire du putain de gibier. Ils ont découvert une passerelle surplombant un gouffre immense contenant de nombreuses capsules lumineuses, chacune renfermant un captif humain. L'équipe est entrée dans un hangar rempli de conteneurs de matériel prélevés sur Terre, preuve du pillage systématique de leur planète. Kelly prend la décision la plus stupide qui soit, celle de se battre, ignorant totalement l'avertissement de Robbie qui lui avait pourtant dit que c'était une mission suicide. Jax a proposé de faire diversion en chantant pour attirer l'attention des extraterrestres, un plan aussi absurde que désespéré. Ce plan ridicule a fonctionné, on le sait comment, et les soldats ont tendu une embuscade et liquidé toutes les squads extraterrestres. Leur succès fut bref car une deuxième escouade extraterrestre équipée de boucliers a rappliqué, bien mieux préparée que la première. L'équipe se disperse et court pour sauver sa peau, mais Jax se prend une balle dans le dos et meurt sur le coup. Nash, fou de rage, rugit et loge une balle en pleine tête de fils de pute qui a tué Jax, un acte de pure vengeance. Les 4 survivants s'échappent par une trappe, dévalant une goulotte pour atterrir dans une fosse immonde remplie d'ossements et de détritus. Une voix les interpelle d'en haut, c'est la mère de Ravi, Anya, une soldate russe coincée dans ce trou à rats depuis une éternité. Anya, une survivante aguerrie, leur expose tout le merdier. La sonde Voyager 1 a essentiellement dessiné une carte menant droit à la Terre pour ces monstres. Les extraterrestres ont conquis la planète en quelques semaines à peine en scindant le cerveau de soldats capturés comme eux pour connaître les faiblesses de l'humanité. Cette intrusion mentale était la source de leurs nouvelles aptitudes, qu'Anya qualifia de don, un cadeau empoisonné s'il en est. Le don d'Anya, c'est qu'elle peut entendre les aliens et elle sait qu'ils tentent de réparer leur communication pour appeler encore plus de ces connards. Rhodey fait un dernier sacrifice, se faisant sauter avec des grenades pour sauver les autres d'une horde d'ennemis. Anya accomplit également un acte héroïque, anéantissant le système de communication et un grand nombre d'extraterrestres en même temps qu'elle. Nash attire les monstres restants pour sauver Robbie, livrant son propre barreau d'honneur dans un combat sans le moindre espoir. Kelly a perdu connaissance et s'est réveillée plus tard dans une cellule adjacente à celle de Robbie, se pensant l'unique survivant de ce massacre. Les extraterrestres traînent Kelly vers une plateforme d'exécution, mais Nash, ce malin de bâtard, surgit à la dernière seconde pour le sauver. Kelly et Nash sont retournés à la zone de détention et ont libéré de nombreux autres captifs humains, déclenchant une rébellion. Après une autre fusillade d'envergure, le chef extraterrestre à grosse tête se pointe et empale Nash à travers une porte, le tuant net. Kelly affronte le chef dans un combat vicieux en face à face et se fait démolir la gueule de manière totale et humiliante. Il se sert enfin de sa putain de cervelle au lieu de ses poings, piégeant la bête et l'écrasant à mort avec une lourde porte. Kelly et Robbie émergent finalement, uniquement pour constater qu'ils sont revenus sur Terre, une planète qui s'est fait enculer à sec par l'apocalypse et qui n'est plus qu'une désolation stérile.